Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 janvier 2023 et je poursuis mes petites lectures à partir de Pierre Hadot. Qu'est-ce que la philosophie antique? Voilà, et je voudrais commenter, lire et commenter, découvrir, lire et commenter c'est la partie qu'il consacre aux écoles hellénistiques et sur le cynisme. Alors le cynisme, en fait, le terme cynisme, comme celui de l'épicurisme, a été complètement dévoyé par la société moderne. En fait, les cyniques n'ont plus rien à voir ce qu'on considère comme les cyniques aujourd'hui, comme ceux qui seraient cyniques. C'est, c'est finalement l'inverse de, de ce que les cyniques grecs cherchaient à incarner. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ceux qui ont le pouvoir de faire admettre, par exemple, au peuple qu'ils votent des lois pour leur bien, et donc de façon totalement cynique, parce que globalement, par exemple, depuis 40 ans, depuis le néolibéralisme, tout ce qui a été proposé sous forme avec la terminologie de réforme, par exemple, réforme qui semble être quelque chose de positif, hein. Et en fait, ce sont des régressions qui sont simplement enrobées derrière des termes, voilà. Et on voit à quel point il y a un cynisme d'État, mais hallucinant, d'État néolibéral, hein, hallucinant qui est vraiment destiné à embourber l'esprit de leurs concitoyens, du peuple en fait. Le peuple qui est en principe en démocratie, souverain et qui ne voterait jamais pour des choses qui, si elles étaient présentées de façon claire, révéleraient très facilement qu'elles sont euh, au détriment du peuple, hein, au détriment du bonheur du peuple. Voilà. Donc, eh bien, je commence à lire et je commente, je découvre en même temps le cynisme. On discute pour savoir si Antisthène, disciple de Socrate, a été le fondateur du mouvement cynique. Ah ben voilà, ça viendrait donc s'ils ont été si euh, le premier fondateur du cynisme serait Antisthène, il découlerait de la morale de Socrate, qui était une morale justement qui préconisait quelque chose de la maîtrise de soi, la maîtrise de, de ses débordements, etc. Voilà, une morale assez poussée. Donc, on s'accorde en tout cas à reconnaître en son disciple Diogène la figure la plus marquante de ce mouvement qui, bien qu'il n'ait jamais revêtu un caractère institutionnel, est resté vivant jusqu'à la fin de l'Antiquité. Le mode de vie cynique s'oppose d'une manière spectaculaire non seulement à celui des non-philosophes, mais même à celui des autres philosophes. Les autres philosophes, en effet, ne se différencient de leurs concitoyens que dans certaines limites. Par exemple, parce qu'ils consacrent leur vie à la recherche scientifique, comme les aristotéliciens, ou parce qu'ils mènent une vie simple et retirée, comme les épicuriens. La rupture du cynisme, du cynique, avec le monde est radicale. Ce qu'il rejette en effet,
c'est ce que les hommes considèrent comme les règles élémentaires, les conditions indispensables de la vie en société. La propreté, la tenue, la politesse. Ils pratiquent une impudeur délibérée, se masturbant ou faisant l'amour en public, comme Diogène ou comme Cratès et Hipparchia. Ils ne s'occupent absolument pas de convenances sociales ou de l'opinion, méprisent l'argent, n'hésitent pas à mendier, ne recherchent aucune position sociale dans la vie. Sans cité, sans maison, privés de patrie, miséreux, errants, vivant au jour le jour. Voilà. Et ben, on les retrouve à tous les âges, ces esprits indépendants. Voilà, des mouvements comme le punk, où bien de nombreuses personnes cherchent à se déconnecter justement, à ne plus laisser de prise à un système qu'ils rejettent, hein, qu'ils trouvent oppressif, etc. On peut retrouver ça aussi dans l'anarchisme. Et ils servent en fait d'équilibre, de point d'équilibre pour l'humanité. Voilà, on est un peu obligé de regarder avec avec une certaine mince, je ne trouve pas le mot. Ah, mon Dieu. Je suis désolé. Avec une sorte de bienveillance finalement. Ces gens courageux, hein, parce qu'il faut être courageux aussi pour tout abandonner, pour se moquer des convenances, etc. Voilà, même si on ne peut pas évidemment préconiser ça pour l'ensemble de l'humanité, ça serait pas vivable, bien sûr, mais il faut voilà, des révolutionnaires, en somme, des mouvements révolutionnaires qui vont au bout de leurs idées et contre les systèmes. Sa besace ne contient que le strict nécessaire à sa survie. Ils ne craignent pas les puissants et s'expriment en tout lieu avec une provocante liberté de parole. Parésia. Dans la perspective du problème qui nous intéresse, la nature exacte de la philosophie dans le monde antique, le cynisme, nous fournit un exemple très révélateur, puisqu'il représente une situation limite. Un historien dans l'Antiquité se demandait si le cynisme pouvait être appelé une école philosophique, et s'il n'était pas seulement un mode de vie. Il est vrai que les cyniques, Diogène, Cratès, Hipparchias, n'ont pas donné un enseignement scolaire, même s'ils ont pu avoir éventuellement une activité littéraire, notamment poétique. Ils forment néanmoins une école dans la mesure où l'on peut reconnaître entre les différents cyniques un rapport de maître à disciple. Bien sûr, une école et puis surtout une filiation à travers l'histoire, à travers tout le développement de l'humanité. On retrouve ces esprits contestataires à toutes les époques, entre les Grecs, entre ces premiers cyniques et aujourd'hui, on les retrouve constamment. Et ils ont un rôle important dans l'évolution de la société. Ils montrent qu'une liberté totale peut être possible, par exemple. Voilà. Bon. De toute manière, tout est important pour l'évolution de l'humanité, et donc y compris ces cyniques, mais dont on a frelaté le nom, parce que y a une morale derrière le cynisme à ce niveau-là. Et les cyniques politiques actuels sont immoraux, ils transgressent la morale en fait.
parce que pour abuser du peuple en toute légalité, même s'il reste dans la légalité, dans le droit, ils s'organisent pour ne pas sortir du droit, mais ils abusent totalement du système en toute légalité. Donc, ils sont immoraux en somme, mais légaux. Et dans toute l'Antiquité, on s'est accordé à considérer le cynisme comme une philosophie, mais comme une philosophie dans laquelle le discours philosophique était réduit au minimum. On retiendra par exemple cette anecdote symbolique, comme quelqu'un affirmait que le mouvement n'existait pas, Diogène se contenta de se lever et de marcher. Bon ben oui, ça peut, évidemment, ça limite la discussion. Voilà, ça limite un petit peu l'idée de ce qu'on pourrait dire sur le mouvement. Évidemment, c'est une sorte de simplification, mais bon, voilà, ça fait partie des choses un peu drôles. La philosophie cynique est uniquement un choix de vie, le choix de la liberté ou de la totale indépendance, autarkeia, l'autarcie, à l'égard des besoins inutiles, le refus du luxe et de la vanité, tuphos. Ce choix implique d'une manière évidente une certaine conception de la vie, mais celle-ci probablement définie dans les entretiens entre maître et disciple ou dans les discours publics, n'est jamais justifiée directement dans des traités philosophiques théoriques. Il y a bien des concepts philosophiques typiquement cyniques, mais ils ne sont pas utilisés dans une argumentation logique. Ils servent à désigner des attitudes concrètes correspondant au choix de vie. L'ascèse, l'ataraxie, absence de trouble, autarcie, indépendance, l'effort, l'adaptation aux circonstances, l'impassibilité, la simplicité ou l'absence de vanité, atufia, l'impudeur, etc. Donc en fait, c'est pas, voilà, il ne cherche pas à influencer directement la société, à travailler sur la société, à s'engager comme aura pu le faire Socrate, Platon, etc. Aristote, et puis plus tard les philosophes liés aux grandes religions, qui veulent directement influer sur leurs concitoyens, sur l'humanité. Mais ils le font indirectement, les cyniques, par leur attitude en fait. Voilà, ils agissent sur l'humanité, sur l'évolution de l'humanité. Ils aident l'évolution de l'humanité à évoluer dans le sens de la liberté, de plus d'éthique, de plus de maîtrise de soi, de plus de, voilà, des choses comme ça. Le cynique choisit son genre de vie parce qu'il considère que l'état de nature, physis, tel qu'on peut le reconnaître dans le comportement de l'animal ou de l'enfant, est supérieur aux conventions de la civilisation, nomos. Voilà, mais évidemment, ça ne marche pas dans le... On ne peut pas préconiser ça pour l'ensemble humain. Si on a quitté le royaume de la nature, c'est pas pour rien. Il y a un sens. Pourquoi nous sommes rentrés dans le royaume de la culture, dans le fait de maîtriser justement les pulsions qu'on pourrait dire négatives, qui étaient à nos origines primates, lorsque nous étions des primates, c'est-à-dire la prédation, l'agressivité,
le système dominant-dominé, etc. Tous ces mécanismes-là qu'on doit dépasser pour pouvoir, pardon, se délivrer en somme de ces comportements qui ont dévié, qui se sont sophistiqués dans l'humanité. Voilà, les expéditions punitives que par exemple les primates, les chimpanzés connaissent, ils font des expéditions punitives qui sont un petit peu de façon archaïque ce que nous avons transformé en guerre. Évidemment, voilà, et ça part des mêmes pulsions, ça part exactement des mêmes mécanismes. La prédation d'un dominant sur ce que possède un de ses congénères, eh ben, c'est devenu la prédation d'un gouvernement ou de l'Occident sur les matières premières en Afrique, ou voilà comment, jusqu'où ça peut se sophistiquer. Mais en somme, l'origine, elle est dans des pulsions basiques, quoi. Et donc on doit se débarrasser de ce genre de choses. L'évolution de l'humanité, en fait, en somme, c'est tout ce travail, c'est un travail pour amener ces pulsions à la conscience, pour pouvoir les travailler, les faire, les amener dans le système culturel, parce que les primates naturels ne peuvent pas travailler sur ces pulsions-là. Ils n'ont pas tous les outils pour pouvoir travailler sur ces pulsions, et en plus, elles organisent leur vie de façon harmonieuse, malgré tout, même si ça passe pour le royaume de la nature, c'est ce qu'il leur faut. Il faut ces choses-là. Mais l'homme, en quittant ce royaume-là, s'est engagé dans quelque chose qui l'amène vers cet état de perfection, vers cet état où l'homme ne sera plus un prédateur pour l'homme, un loup pour l'homme, agressif envers l'homme, etc., etc. Et donc, pour pouvoir gérer ces pulsions, il fallait les amener à la conscience. Il fallait les mettre en lumière pour pouvoir les travailler. Voilà. Et c'est ce qu'on fait péniblement, évidemment, lentement, difficilement, mais on finira par venir à bout de ces pulsions-là et par atteindre ce qu'on cherche intuitivement à atteindre, c'est-à-dire à devenir à l'image de ce que toutes les grandes religions préconisent, voilà, que l'homme devienne aussi sage que le divin, quoi. Donc, Diogène jette son écuelle et son gobelet en voyant des enfants qui se passent de ces ustensiles, et il est conforté dans sa manière de vivre en voyant une souris manger quelques miettes dans l'obscurité. Cette opposition entre nature et convention avait fait l'objet de longues discussions théoriques à l'époque sophistique. Mais pour les cyniques, il ne s'agit plus de spéculation, mais d'une décision qui engage toute la vie. Leur philosophie est donc totalement exercice, ascésis et effort, car les artifices, les conventions et commodités de la civilisation, le luxe et la vanité, amollissent le corps et l'esprit. C'est pourquoi le genre de vie cynique consistera dans un entraînement presque athlétique, mais raisonné, à supporter la faim, la soif, les intempéries, afin d'acquérir la liberté, l'indépendance, la force intérieure, l'absence de soucis, la tranquillité d'une âme qui sera capable de s'adapter à toutes circonstances. Voilà pour cette première vidéo sur les cyniques. Je suis désolé, je respire pas très bien, et donc j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots et à m'exprimer correctement. Mais c'est pas grave, il y avait peut-être quelques petites choses intéressantes à retenir
de cette première partie sur le cynisme. À bientôt.